Lecture audio du conte Le pacte d'amitié de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Nous nous envolons des rives danoises, loin vers les pays étrangers, et nous arrivons au sud, dans la Grèce, aux admirables eaux bleu clair. Là, le citronnier aux fruits jaunes d'or courbe ses branches vers la terre. Le chardon y pousse, et l'on voit splendide les statues sculptées dans le marbre. Le berger assis à tout près de lui, un chien couché, prenons sa place. Écoutons conter un pacte d'amis, belle coutume d'autrefois. Notre maison était maçonnée en torchis, mais le chambranle de la porte comportait 2 colonnes de marbre cannelé, trouvées à l'endroit où elle fut construite. Le toit descendait presque jusqu'à terre. Il était devenu brun noir et vilain, mais lorsqu'on l'avait posé, il était fait de lauriers roses et de branches de laurier fraîchement coupées derrière les montagnes. L'espace était étroit autour de la maison. Les murs de roc se dressaient escarpés. Ils étaient nus et noirs. Des nuages s'y accrochaient souvent tout en haut, comme de blancs êtres vivants. Jamais je n'ai entendu ici un chant d'oiseaux. Jamais les hommes n'ont ici dansé au son des musettes. Mais c'est un lieu sacré depuis les temps antiques. Le nom le rappelle, il s'appelle Delphes. Les sombres et austères montagnes portent toutes de la neige. La plus haute, qui brille la plus longtemps au coucher du soleil, est le Parnasse. Le ruisseau qui coule près de notre maison y a sa source, et a aussi été sacré autrefois. Aujourd'hui, il a le trouble avec ses pieds, mais le courant est fort et l'eau redevient claire. Comme je me rappelle le moindre coin et la sainte et profonde solitude. Au milieu de la masure, on allumait le feu, et lorsque la cendre chaude était haute et rouge, on y cuisait le pain. Si la neige entourait notre maison au point de presque la cacher, c'est alors que ma mère paraissait le plus gaie. Elle prenait ma tête entre ses mains, me baisait le front et chantait des chansons qu'elle ne chantait jamais, parce que les Turcs, nos maîtres, ne les supportaient pas. Elle chantait. Au sommet de l'Olympe, dans les bois de sapin, se tenait un vieux cerf, les yeux tout lourds de larmes. Ses larmes étaient rouges et vertes et bleu pâle. Et un chevreuil passa. Qu'as-tu donc à pleurer et pleurer des larmes rouges et vertes et bleu pâle? Le Turc est arrivé dans notre ville avec de grands chiens pour sa chasse, une meute puissante. Je m'en vais les chasser jusqu'au-delà des îles, dit le jeune chevreuil. Je m'en vais les chasser dans la profonde mer. Mais dès avant le soir, le chevreuil était mort, et dès avant la nuit, le cerf était tué. Et lorsque ma mère chantait ainsi, ses yeux se mouillaient, et une larme s'arrêtait dans ses longs cils. Mais elle cachait cela, et retournait dans la cendre notre pain noir. Alors je fermais le poing et disais « Nous massacrerons les Turcs !» Mais elle répétait les mots de la chanson. Je m'en vais les chasser dans la profonde mer. Mais dès avant le soir, le chevreuil était mort, et dès avant la nuit, le cerf était tué. Pendant plusieurs nuits et plusieurs jours, nous avions été seuls dans notre masure, lorsque mon père vint. Je savais qu'il m'apportait des coquillages du golfe de l'Épante, ou peut-être même un brillant poignard affilé. Il nous apportait cette fois-ci un enfant, et une petite fille nue qu'il tenait sous sa fourrure de mouton. Elle était enveloppée dans une peau, et tout ce qu'elle avait, lorsqu'elle en fut dégagée sur les genoux de ma mère, consistait en 3 pièces d'argent nouées dans ses cheveux noirs. Et mon père parla des Turcs, qui avaient tué les parents de l'enfant. Il en raconta si long que j'en rêvais toute la nuit. Mon père était lui-même blessé, ma mère lui banda le bras. La blessure était profonde, l'épaisse fourrure de mouton était toute raidie par le sang figé. La petite fille allait être ma sœur. Elle était gentille, d'une blancheur éclatante, et les yeux de ma mère n'étaient pas plus doux que les siens. Anastasia, c'était son nom, allait être ma sœur, car son père était voué à mon père, voué selon la vieille coutume que nous pratiquons encore. Ils avaient conclu en leur jeunesse une union fraternelle. Ils avaient choisi la plus belle et la plus sage fille de la région pour les unir par le pacte d'amitié. J'entendais souvent parler de ce bel usage singulier. La petite devenait donc ma sœur. Elle s'asseyait sur mes genoux, je lui apportais des fleurs et des plumes des oiseaux de la montagne. Nous buvions ensemble de l'eau du Parnasse. Nous dormions tête contre tête sous le toit de laurier de la masure. Pendant bien des hivers, ma mère chanta encore les larmes rouges, vertes et bleu pâle. Mais je ne comprenais pas encore que c'était mon propre peuple, dont les milliers de deuils se reflétaient dans ses larmes.
Un jour, arrivèrent 3 Francs habillés autrement que nous. Ils avaient leur lit et leur tente sur des chevaux, et plus de 20 Turcs, tous portant des sabres et des fusils, les accompagnaient, car ils étaient amis du pacha, et avaient un document signé de lui. Ils ne venaient que pour visiter nos montagnes, pour gravir la Parnasse, et examiner les étranges roches noires escarpées qui entourent notre masure. Celles-ci ne pouvaient les contenir, et d'ailleurs ils ne pouvaient supporter la fumée qui montait sous le plafond ou sortait par la porte basse. Et ils dressèrent leur tente dans l'étroit espace autour de la maison, rôtirent des moutons et des oiseaux, et offrirent des vins doux et forts, mais les Turcs n'osaient pas en boire. Lorsqu'ils partirent, je les accompagnai un bout de chemin, et ma petite sœur Anastasia me pendait dans le dos, enveloppée dans une peau de chèvre. L'un des seigneurs francs me plaça contre un rocher, et nous dessina, elle et moi, aussi vivants que nous-mêmes. Nous avions l'air de ne faire qu'un. Jamais je n'y avais pensé, mais Anastasia et moi, nous ne faisions qu'un en effet. Toujours elle était sur mes genoux ou accrochée à mon dos, et quand je rêvais, elle était dans mon rêve. 2 nuits plus tard, d'autres gens se présentèrent à notre masure. Ils étaient armés de poignards et de fusils. Ils étaient albanais, gens intrépides à ce que disait ma mère. Ma sœur Anastasia s'assit sur les genoux de l'un d'eux. Lorsqu'il fut parti, elle n'avait dans les cheveux que 2 pièces d'argent au lieu de 3. Il mettait du tabac sur un bout de papier et fumait cela, et le plus âgé parla du chemin qu'il devait prendre. Il ne savait que décider. Si je crache en l'air, disait-il, ça me retombe sur la figure. Si je crache en bas, ça tombe dans ma barbe. Mais il fallait choisir. Ils partirent, et mon père les accompagna. Peu après, nous entendîmes des coups de fusil, puis encore des coups. Des soldats arrivèrent dans notre masure, ils prirent ma mère, moi et Anastasia. Les brigands avaient trouvé refuge chez nous, disait-il. Mon père les avait accompagnés, c'est pourquoi nous devions être emmenés. Je vis les cadavres des brigands, je vis le cadavre de mon père, et je pleurais, mais finis par m'endormir. Lorsque je me réveillai, nous étions en prison, mais la pièce n'était pas plus misérable que notre propre masure, et j'eus des oignons et du vin résineux, que l'on versait du sac goudronné. Nous n'avions pas mieux chez nous. Combien de temps nous sommes restés prisonniers, je n'en sais rien, mais cela dura bien des jours et des nuits. À notre sortie, c'était notre sainte fête de Pâques, et je portais Anastasia sur mon dos, car ma mère était malade. Elle ne pouvait marcher que lentement, et cela prit du temps avant d'atteindre la mer, c'est-à-dire le golfe de Lépante. Nous entrâmes dans une église toute resplendissante de figures sur fond d'or. C'étaient des anges, oh combien gentils, mais je trouvais que notre petite Anastasia était tout aussi gentille. Au milieu de l'église était un cercueil plein de roses. C'était le Seigneur Christ qui gisait là sous la forme de belles fleurs, dit ma mère. Et le prêtre proclama « Christ est ressuscité !» Tout le monde s'embrassait, et chacun tenait à la main un cierge allumé. On m'en donna un, la petite Anastasia en eut un. Les musettes résonnèrent, les hommes sortirent de l'église en dansant, la main dans la main. Et dehors, les femmes rôtissaient l'agneau de Pâques. Nous fûmes invités. Je m'assis près du feu. Un garçon plus âgé que moi me saisit par le cou, m'embrassa et dit « Christ est ressuscité !» C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Aphtanides et moi. Ma mère fait tresser les filets de pêche. Elle gagnait bien ici sur le golfe, et nous restâmes longtemps au bord de la mer, la charmante mer, qui avait un goût de larmes, et rappelait par ses couleurs les larmes du cerf. Elle était tantôt rouge, tantôt verte et tantôt bleue. Aphtanides savait conduire un bateau, et je m'asseyais avec ma petite Anastasia dans le bateau, qui allait sur l'eau comme un nuage va dans l'air. Lorsque le soleil baissait, les montagnes devenaient bleu sombre, leurs chaînes regardaient les unes par-dessus les autres, et tout au loin se dressait le Parnasse avec sa neige. La cime, au soleil du soir, brillait comme du fer rouge. On aurait dit que la lumière provenait du mont lui-même, car elle luisait longtemps dans l'air bleu clair, longtemps après le coucher du soleil. Les blancs oiseaux de mer battaient des ailes dans le miroir de l'eau. À part cela, tout était calme, comme à Delphes, au milieu des montagnes noires. J'étais étendu sur le dos dans le bateau. Anastasia était assise sur ma poitrine, et les étoiles au-dessus de nous étincelaient encore plus que les lampes de notre église. C'étaient les mêmes étoiles que lorsque je m'asseyais hors de notre masure à Delphes. Elles étaient disposées de même. Je finis par me croire encore là-bas.
Alors j'entendis un flac dans l'eau, et le bateau pencha et se balança. Je criai, car Anastasia était tombée dans la mer. Mais Aphtanides fut prompt, et bientôt il la soulevait hors de l'eau et me l'attendait. Nous l'avons déshabillée pour tordre ses vêtements et les lui remettre. Aphtanides en a fait autant pour son compte, puis nous sommes restés en mer jusqu'à ce que les vêtements fussent secs. Et personne ne connut notre effroi causé par la petite sœur adoptive, dont Aphtanides avait sauvé la vie. L'été vint. Le soleil était si brûlant que les feuilles séchaient sur les arbres. Je pensais à nos montagnes froides et à leurs eaux fraîches. Ma mère les regrettait aussi. Et un soir, nous voilà en route pour le retour. Comme tout est calme et silencieux, nous marchons sur le hautain, qui sent encore bon, bien que le soleil ait séché ses feuilles. Nous ne rencontrons pas un berger, nous n'apercevons pas une cabane. Tout est calme et solitaire. Seules les étoiles filantes montrent qu'il y a une vie là-haut dans le ciel. Je ne sais si l'air bleu éclaire par lui-même ou si cela tient au rayonnement des étoiles, mais nous voyons nettement tous les contours des montagnes. Ma mère fait un feu, cuit des oignons qu'elle a apportés, et nous dormons, ma petite sœur et moi, parmi le thym, sans craindre l'affreux Smidraki dont la gueule lance des flammes, ni même le loup et le chacal. Ma mère est avec nous, et je pense que cela suffit. Nous parvenons à notre ancienne demeure, mais la masure n'est qu'un monceau de décombres. Il faut en construire une nouvelle. 2 femmes aident ma mère, et en quelques jours les murs sont bâtis et un nouveau toit de laurier rose est posé dessus. Ma mère se mit à fabriquer avec de la peau et de l'écorce des enveloppes de bouteilles, et je gardais le petit troupeau des prêtres. Anastasia et les petites tortues étaient mes camarades de jeu. Un jour nous eûmes la visite de mon cher Aphtanides. Il avait grande envie de nous voir, dit-il, et il resta 2 jours chez nous. Il revint au bout d'un mois et nous raconta qu'il devait aller avec un vaisseau à Patras et à Corfou. Il voulait nous dire adieu avant de partir, et apportait à ma mère un grand poisson. Il était plein de récits, non seulement sur les pêcheurs du golfe de Lépantre, mais sur les rois et héros qui avaient été autrefois les maîtres de la Grèce, comme les Turcs maintenant. J'ai vu le rosier se couvrir de fleurs qui, pendant des jours et des semaines, devenaient des fleurs épanouies. Elles le devenaient avant que j'eusse commencé à songer combien elles étaient grandes, belles et rougissantes. Il en fut pour moi de même aussi avec Anastasia. Elle était une délicieuse grande fille, moi, un gars vigoureux. J'avais moi-même dépouillé les loups tombés sous les coups de mon fusil, et leur peau couvrait le lit de ma mère et d'Anastasia. Des années avaient passé. Et voilà qu'Aphtanides arrive un soir, svelte comme un roseau, fort et brun. Il nous embrasse tous et nous parle de la Grande Mer, des fortifications de Malte et des étranges tombeaux de l'Égypte. Tout cela était merveilleux comme une des légendes des prêtres. J'admirais le conteur avec une sorte de respect. Que de choses tu sais, disais-je, comme tu sais compter. Mais le plus beau est ce que tu m'as dit autrefois. Tu m'as dit, et cela n'est jamais sorti de mon esprit, la belle vieille coutume du pacte d'amitié. C'est une coutume que j'ai envie de suivre. Frère, allons à l'église, nous deux aussi, comme l'ont fait ton père et le père d'Anastasia. La fille la plus belle et la plus sage est Anastasia, ta sœur. Elle nous consacrera. Aucun peuple n'a vraiment une belle coutume comme celle des Grecs. Anastasia rougit comme un frais pétale de rose. Ma mère embrassa Aphtanides. À 1 heure de marche de notre masure, à un endroit où les rochers portent de la terre végétale et où quelques arbres donnent de l'ombrage, était la petite église. Une lampe d'argent pendait devant l'autel. Je portais mes plus beaux habits. Les fustanelles blanches se fronçaient sur mes hanches en nombreux plis. La veste rouge était raide et serrée. Il y avait de l'argent dans la houppe de mon fez. J'avais un poignard et des pistolets à ma ceinture. Aphtanides avait le costume bleu des marins grecs. Une plaque d'argent avec la mère de Dieu était fixée sur sa poitrine. Son écharpe était précieuse, telle que seuls les riches peuvent en porter. Tout le monde pouvait voir que nous nous rendions à une solennité. Nous entrâmes dans la petite église solitaire, où le soleil du soir brillait par la porte sur la lampe allumée et les tableaux bigarrés sur fond d'or. Nous nous sommes agenouillés sur les marches de l'autel, et Anastasia s'est placée devant nous.
Une longue robe blanche très ample enveloppait son beau corps. Son cou blanc et sa poitrine étaient couverts de pièces anciennes et nouvelles dont la chaîne formait un grand collier. Ses cheveux noirs étaient relevés sur sa tête en un chignon que maintenait un petit bonnet de pièces d'argent et d'or trouvé dans les vieux temples. Aucune fille grecque n'avait plus belle parure. Son visage rayonnait, ses yeux étaient comme 2 étoiles. Nous avons récité tous trois notre prière en silence. Puis elle nous a demandé « Voulez-vous être amis pour la vie ?» Et nous avons répondu « Oui. » « Voulez-vous tous deux, quoi qu'il arrive, vous rappeler ? Mon frère est une partie de moi-même. Mon secret lui appartient, mon bonheur est le sien. Constance, dévouement, tout ce que mon âme enferme est pour lui. » Notre oui fut répété. Elle unit nos mains, nous embrassa au front, et de nouveau nous avons prié en silence. Alors le prêtre s'avança par la porte de l'autel, nous bénit tous les trois, et un chant des autres très saints seigneurs s'éleva derrière l'écran de l'autel. Lorsque nous nous sommes levés, j'aperçus ma mère qui pleurait de tout son cœur à la porte de l'église. Comme on fut joyeux dans notre masure et aux sources de Delphes. La veille du jour où Aphtanides devait partir, nous étions assis, lui et moi, songeurs sur le rocher. Son bras entourait ma taille, j'avais le mien à son cou. Nous parlions des malheurs de la Grèce, des hommes sur qui l'on pouvait compter. Chaque pensée en nos âmes était claire à nous deux. Alors je lui pris la main. « Il faut encore que tu saches ceci, que jusqu'à présent Dieu seul et moi avons su. Toute mon âme est amour. C'est un amour plus fort que celui que j'ai pour ma mère et pour toi. » « Et qui aimes-tu » demanda Aphtanides, dont la figure et le cou devinrent tout rouges. « J'aime Anastasia, dis-je. » Et sa main frémit dans la mienne, et il fut blanc comme un mort. Je le vis, je le compris, et je crois que ma main trembla aussi. Je me penchai sur lui, le baisai au front et murmurai. Je ne lui ai jamais dit. Elle ne m'aime peut-être pas. Frère, rappelle-toi que je l'ai vue tous les jours. Elle a grandi à mes côtés et elle a pénétré mon âme. Et elle sera tienne, dit-il. Je ne peux pas te mentir, et je ne le veux pas non plus. Je l'aime, moi aussi. Mais je pars demain. Nous nous reverrons dans un an. Et alors, vous serez mariés, n'est-ce pas? J'ai quelque argent. C'est à toi. Il faut que tu le prennes. Nous nous sommes promenés sans mot dire sur la montagne. Le soir était avancé quand nous sommes arrivés à la masure de ma mère. Anastasia tendit la lampe vers nous à notre entrée. La mère n'était pas là. Anastasia regardait Aphtanides avec une singulière tristesse. « Demain tu nous quittes, dit-elle. Combien j'en suis peinée. » Peiné, dit-il, et il me sembla qu'il éprouvait une douleur aussi grande que la mienne. Je ne pouvais parler, mais il lui prit la main et dit « Notre frère que voilà t'aime. L'aimes-tu ? En son silence s'exprime précisément son amour. » Et Anastasia tressaillit et fondit en larmes. Alors je ne vis qu'elle, ne pensais qu'à elle. Je la pris par la taille et lui dis « Oui, je l'aime. » Alors elle pressa ses lèvres sur les miennes et mit les mains à mon cou. Mais la lampe était tombée par terre, et il faisait sombre autour de nous, comme dans le cœur du pauvre cher Aphtanides. Avant le jour, il se leva, nous embrassa tous en disant adieu et partit. Il avait remis tout son argent à ma mère pour nous. Anastasia était ma fiancée et fut ma femme quelques jours après. Fin de la lecture du conte Le pacte d'amitié. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.